Bonjour à tous, je suis Lucas Marchand, le rédacteur en chef des investisseurs. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format de vidéo avec une interview qui se passera avec Thomas Veillet dans quelques instants. On va parler de Tesla, on va parler de la Chine, on va parler de l'euphorie sur les marchés, on va parler des valeurs de la tech qui ont publié des résultats extraordinaires. Ne manquez pas cette vidéo, elle va vous apprendre beaucoup de choses, elle va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe actuellement sur les marchés. J'espère que ça va vous plaire. L'idée, c'est de faire des entretiens et des discussions sans trop de langue de bois, dans un langage qui est compréhensible pour vous, quelque chose vraiment qui vous permette d'avoir prise sur les marchés, sur la bourse, qui vous aide à investir sans rentrer dans du jargon et puis surtout sans se priver de dire ce qu'on pense vraiment. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, donnez-moi vos impressions positives, négatives. C'est important pour moi de recevoir un peu vos avis sur ce qu'on est en train de faire. C'est un nouveau format et donc on a besoin de savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Faites quelque chose, mais ne me laissez pas sans information. J'espère que vous apprécierez cet entretien. Ça commence tout de suite. Thomas, bienvenue à Lausanne. Merci. Une fois encore. Une fois encore, oui. Pour un entretien exclusif, une nouvelle manière de faire des vidéos chez Vauban, qu'on va essayer de répéter le plus souvent possible. L'idée, c'est de parler des marchés ensemble, de faire un petit peu un tour des grandes histoires qu'il y a en ce moment au niveau de la bourse. Et puis, on va commencer en discutant un petit peu du cas Tesla. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tesla? Ça bouge dans tous les sens. On est en train de rentrer. On parlait la dernière fois d'euphorie. On est en train gentiment de rentrer dans cette espèce de délirium tremor que les marchés ont l'habitude de faire régulièrement. Tesla est un exemple symptomatique. Alors, les détracteurs me diront oui, non, mais c'est génial parce qu'ils vont révolutionner la voiture, les batteries, le solaire, etc., etc. N'empêche qu'aujourd'hui, on a une boîte qui valait grosso modo 80 milliards de capitalisation boursière il y a 2 semaines en arrière, qui sort des résultats qui sont loin d'être euphorisants, sincèrement. Mais Elon Musk, qui a un talent fabuleux pour communiquer avec la presse, est capable de dire « Oui, mais l'année prochaine, on va produire 500 000 voitures à la place des 367 500 qu'ils ont fait en 2019. » Alors, 130 000 voitures et des poussières de plus l'année prochaine, et le marché fait monter Tesla de 80 milliards de market cap à 160 milliards de market cap. J'appelle ça juste un gros délire qui ne fait aucun sens. Et si on fait de la superposition des histoires du passé, c'est plus ou moins la bulle du Bitcoin, quoi. Voilà, on est parti en 3 jours, on fait 10 à 15%, 20%, 20%. Tout le monde trouve ça normal. On a des analystes qui viennent publier des recherches en disant prochain target 800, prochain target 7000. On marche sur la tête. Et d'ailleurs, récemment, hier, Tesla a reperdu 20% dans la foulée. Donc on voit très bien que ça reste extrêmement volatile. Oui, c'est une boîte qui est très intéressante technologiquement. Oui, Musk a toujours tenu ses promesses. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes surprises. On ne pensait pas qu'il s'en sortirait si bien. Il y a aussi un effet qu'une grosse partie du marché était short. Donc on a quand même massivement eu des gens qui ont vendu Tesla espérant la racheter plus bas. D'ailleurs, il y a 3 semaines en arrière, Tesla était une des sociétés les plus shortées aux États-Unis. Donc forcément, bonne nouvelle, bonne recommandation. Les shorts sont obligés de se couvrir. Donc il y a ce qu'on appelle un double effet qui se coule. Vous avez d'abord les shorts qui se couvrent et puis les gens qui achètent derrière parce que tout d'un coup, on se dit, youpi, Tesla va aller à 7000. Ce qui est une aberration en soi aujourd'hui. La problématique aujourd'hui, si on fait juste une bête comparaison, Tesla produit 367 500 voitures par année, Ford 17 millions, market cap de Ford 35 milliards, market cap de Tesla 150. Je ne suis pas analyste fondamental et je ne veux pas l'être, mais franchement, il y a un truc qui débloque un tout petit peu dans la réflexion. Voilà, je pense qu'on est en train de s'emballer. Je pense qu'il va y avoir un re-rating à un moment donné. D'ailleurs, il a, à mon avis, commencé. Tesla ne vaut pas 150 milliards de market cap aujourd'hui. On est en train de discounter ce qu'ils vont faire dans les 10 prochaines années. Pour la payer des prix pareils. Et si on discount ce qu'on fait dans les 10 prochaines années, on revient à une période de l'histoire où on l'a déjà fait, c'était en l'an 2000. Et on discountait des boîtes Internet qui avaient à peine un site Internet à 10 fois les revenus des 10 années à venir. L'histoire se répète. Il y a quelques mois, tu nous disais qu'on n'était pas encore dans une période d'euphorie. Aujourd'hui, tu sembles dire qu'on a avancé sur ce point-là, que l'euphorie est vraiment en train d'arriver. Donc ça, c'est quelque chose que tu confirmes, tu sens qu'il y a de l'euphorie chez les particuliers? Ça commence à venir, Je ne pense pas qu'il faut non plus trop anticiper la chose. Il y a toujours une période de mise en place. Après, on va commencer à en parler beaucoup plus, mais il y a récemment
des chaînes de télé qui commencent à faire des reportages sur le concept, les gens qui commencent à gérer leur patrimoine tout seul. Alors je ne critique pas les gens qui le font tout seul. Je dis simplement, c'est que quand tout d'un coup, tout le monde commence à s'y mettre parce que ça a l'air facile, et c'est ce qu'on disait, ce dont je parlais avec un journaliste il y a quelques mois, c'est ça. C'était, ouais, mais vous ne pensez pas que comme le marché monte beaucoup aujourd'hui, c'est l'occasion de profiter d'avoir un peu sa part du gâteau? Oui, évidemment, mais investir, c'est un processus qui dure sur le long terme. C'est pas juste, ah ben maintenant je vais sauter dans le train parce que ça va bien. Si on regarde le S&P 500 en 2009, juste après la faillite de Lehman Brothers, il était à 666 points, on est à 3300. Donc la hausse sur 10 ans, 12 ans maintenant est stratosphérique. Donc venir maintenant dire, bah c'est bon, je vais profiter parce que ça fait que monter, donc c'est facile, je pense pas que ce sera aussi simple que ça. Mais ça vient, ça commence. L'intéressant dans une période d'euphorie, c'est qu'en fait, on sait jamais, on voit quand ça commence, plus ou moins, mais ça peut durer 3, 4, 5, 6 mois. Et les hausses peuvent être vertigineuses. Mais quand tout le monde commence à être trop convaincu, c'est un petit peu dangereux. Et effectivement, Tesla est un indicateur. Le fait que de plus en plus de petits investisseurs qui n'ont jamais fait de bourse commencent à s'y mettre en se disant « ouais, ça va être facile », j'attends les anecdotes qu'on a déjà vécues il y a 20 ans, que j'ai personnellement vécues, où on me dit, mon prof de golf me disait à l'époque, oui, j'arrête de donner des cours de golf parce que je deviens trader. Ça a duré 3 mois, puis il y a eu le crash, la bulle Internet. Voilà, c'est un peu ça qui est en train de se produire. Difficile de timer la chose. Je pense qu'on a quand même encore une année qui va être une bonne année de surprise devant nous. Vu ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait dans le domaine du possible. Mais je pense que dans les 12 mois qui vont venir, ce sera peut-être fin 2020, début 2021, je pense qu'on va avoir 2-3 trucs assez sympas. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je remarque, c'est effectivement on a ces bulles, mais qui sont très ponctuelles sur certaines valeurs stars bien précises. J'ai l'impression qu'il faudrait quand même attendre que cette euphorie-là se répercute sur vraiment tout un ensemble de valeurs, peut-être sur tout le marché ou au moins sur tout un secteur. Je crois que oui, effectivement, il faut qu'on ait... Bon, déjà, les gros qui tirent les indices aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas très loin. Hein. C'est Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Tesla, et tout le monde se jette sur ces grosses capitalisations techno qu'on connaît, parce que c'est vrai que de plus en plus, les grosses technos prennent de plus en plus de place en termes de market cap, puisqu'on a Amazon qui fait plus de 1000 milliards, on a Apple qui fait plus de 1000 milliards, on a Microsoft qui fait plus de 1000 milliards, et puis derrière, vous avez les anciens leaders des market cap de l'époque, des Exxon, qui valent plus que 50 ou 60 milliards. Avant, c'est la plus grosse capitalisation américaine. Aujourd'hui, les gens se concentrent sur les trucs qui vont bien. C'est clair qu'aujourd'hui, vous achetez une Apple avec 600 ou 700 milliards de cash, le risque que vous prenez derrière est relativement limité. Mais on se concentre là-dessus. Alors peut-être qu'il faut attendre qu'on ait une euphorie qui va s'étaler effectivement sur tout le secteur de la tech au sens très large. L'intelligence artificielle, la robotique, les paiements, les nouveaux modes de paiement, etc. Tout ça va commencer à être complètement suracheté. À ce moment-là, on pourra dire qu'il y a peut-être une euphorie qui est en train de se faire. Tesla, c'est un petit bout qui est en train de se faire. Tout ce qui est un peu les value stocks, les gros trucs qui payent des dividendes, pour ça, on s'en fout, ça n'intéresse personne. Mais effectivement, la bulle va se faire de nouveau sur le côté tech, puisque c'est là où il y a de la croissance et les gens se font de nouveau des films. Mais je reviens sur Tesla. On nous disait il y a 2 mois en arrière, on disait Tesla, ça vaut 300-400 $. Aujourd'hui, on nous dit ça vaut 7000. Il s'est passé quoi entre du pétrole? Enfin non, c'est même pas la bonne solution, mais peut-être un médicament contre le coronavirus, peut-être. Mais voilà, il y a vraiment un truc aujourd'hui, oui, il va falloir qu'on ait une concentration dans le côté tech, mais ça va venir naturellement. Les gens ils vont acheter tout et n'importe quoi, et je te parie que dans les 6 à 9 mois, on va parler de petites boîtes qu'on n'a jamais entendu parler, mais qui vont révolutionner la technologie aussi. Mais justement, toi, tu regardes ces petites boîtes de la tech aujourd'hui, ou tu t'en tiens écarté et tu veux même pas toucher? Non, je regarde pas, parce que d'abord, il y a 20 000 boîtes qui sont traitées aux États-Unis, donc commencer à toutes les regarder, c'est compliqué. On a eu des cas dans les années 2000 où les gens, c'était simple, on spotait les .com, on cherchait toutes les boîtes qui avaient un .com, on cherchait les boîtes qui se transformaient en .com. Comme on a eu quelque temps ces sociétés qui se sont dit, oui, moi je faisais du thé froid, maintenant je fais du blockchain. Donc c'est un peu, on cherche la tendance. Donc il faut regarder un petit peu ça. Et aujourd'hui, c'est quoi la suite? Aujourd'hui, la suite de l'évolution technologique, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est robotique, c'est le développement des semi-conducteurs, la prochaine évolution des smartphones, les voitures autonomes, etc. C'est là-dedans que ça va se chercher. Et les gens vont se faire des fantasmes là-dedans. Voilà, après, on va avoir des révolutions au niveau de l'intelligence artificielle,
ça c'est sûr, les gens vont aller chercher là-dedans. Bon, il faut gratter un peu dans ce genre de petites boîtes. Mais sur ce nuage de petites boîtes, eh bien, on va avoir des boîtes qui valent $1, on va se faire un film dessus, elle va monter à 3. Ceux qui auront acheté à 1, vendu à 3, ils auront fait x3, ils sont très contents. Et puis il y aura toujours ceux qui arrivent en dernier, monter dans le train en dernier, et puis ils vont ripper sur la marche. Et puis voilà, mais non, je ne regarde pas trop ce genre de choses, parce que si on fait du trading day to day, oui, mais c'est pas ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc quoi qu'il en soit, sur la tech, moi c'est quand même un secteur que j'adore, mais j'essaie d'être très sélectif sur ce que je choisis. Toi, tu vas même pas jusque-là, tu préfères te retourner vraiment sur des trucs plus value? Non, je pense que si on veut jouer la tech, il faut alors, comme d'habitude, il faut savoir ce qu'on achète. Mais si on veut jouer la tech, moi j'ai plutôt tendance à vouloir me diversifier, à confier, entre guillemets, la diversification à des fund managers ou des gens qui sont vraiment des spécialistes de la tech, qui ont déjà 10 coups d'avance sur moi, sur nous en général, parce qu'ils ont déjà décortiqué les sociétés, décortiqué l'avenir, et ils travaillent avec des gens qui maîtrisent vraiment la chose. Donc, sur la tech aujourd'hui, pour éviter de me brûler, parce que je suis convaincu qu'il y aura un retour de la tech. Par contre, je suis convaincu que sur les 10 prochaines années, il faudra en avoir. Donc, c'est pas parce qu'elle va baisser de 20 ou 30% qu'il faut dire « Ah non, c'est fini, terminé, j'achète une pétrolière et j'attends la retraite ». Encore une fois, un portefeuille, c'est une diversification. Et c'est un appétit au risque. Perso, aujourd'hui, si je veux construire un capital sur le long terme et dormir tous les soirs sans me préoccuper de ce qui se passe dans les marchés boursiers, je vais me retourner sur du value qui me paye du dividende avec des boîtes où j'ai une bonne chance de savoir qu'elles seront encore là dans 10 ou 20 ans. Je pense aujourd'hui, les pétrolières ont beaucoup baissé ces derniers temps parce que finalement, il y a une espèce de dégoût du côté... Allez, le climat, faut être clean, faut être responsable, etc. Alors, j'ai rien contre le fait. Attention, terrain glissant, là. Je sais, terrain glissant. J'adore Greta. Amicalement, big up à Greta. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a ce côté très responsable et les fonds d'investissement, les gros fonds d'investissement sont quasiment sous la pression de leurs investisseurs pour dire « Oui, mais nous, on ne veut pas que vous investissiez dans ce qui est mal ». Alors, c'est toujours difficile de mettre des barrières, parce que l'armement, c'est mal, le pétrole, c'est mal, le tabac, c'est mal, les voitures, c'est mal, sauf Tesla, parce que Tesla, c'est génial. Donc, en fait, on a un peu cette espèce de désinvestissement qui met sous pression. Mais ces boîtes continuent à vendre, parce qu'on dit que c'est mal. Oui, c'est mal, mais vous achetez quand même une voiture l'année prochaine, et pas forcément une Tesla, parce que c'est trop cher. Donc, du coup, vous avez quand même ce côté où vous vous concentrez quand même sur des valeurs. Vous allez consommer de la value. Donc, ces boîtes vont continuer à payer les dividendes, et consommer, à évoluer, ils vont continuer à évoluer K1, K ces prochaines années. Ce sera forcément moins sexy qu'une performance de Tesla qui vous fait du 80% par année, pourvu que ça dure. Voilà, donc je pense que par rapport à ça, c'est pas la fin, sauf que c'est une allocation d'actifs. Vous allez dire, voilà, moi je vais mettre 60% de mon portefeuille en value, je prends le dividende et puis elle est belle. Et puis de l'autre côté, je vais mettre 40% qui reste sur de la tech. Alors je vais sélectionner une ou deux boîtes que j'adore pour des raisons perso, et parce que j'ai fait mon analyse personnelle, et tout le reste, je le confie à des gens qui savent. Après, si on veut jouer les héros, on peut toujours jouer les héros, mais ça, je peux vous raconter plein d'anecdotes sur les années 2000, des gens qui ont joué les héros, et ça, c'est assez mal terminé. On est sur des plus hauts au niveau des marchés. On attendait depuis plusieurs semaines le petit grippage qui allait tout faire s'effondrer. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit, mais on a eu quand même une petite tempête qui était due à un virus. Une petite grippe quand même. Une petite grippe sur le coronavirus qui a fait chuter les bourses assez vite, mais finalement de façon moins importante que ce qu'on aurait pu attendre. Ce n'est pas une catastrophe complète. Et puis c'est en train de se redresser déjà maintenant. Qu'est-ce que c'est ton point de vue par rapport à tout ça ? Moi, j'ai écrit, c'est quelque chose que, de nouveau, je suis fasciné en permanence par cette capacité au marché de ne se souvenir de rien du tout, en fait, quoi. Donc, on a l'impression je reviens souvent sur cette analogie de la mémoire du poisson rouge. On dit que le poisson rouge, quand il tourne dans son bocal, il ne se souvient pas qu'il est passé par là le tour d'avant. Et donc, aujourd'hui, l'investisseur, le marché, c'est ça. Finalement, j'ai l'impression, alors moi, j'ai 30 ans et plus d'expérience dans les marchés boursiers. Et aujourd'hui, je me rends compte que les gens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé avant. Et pourtant, coronavirus, ok, mais avant, on a eu H5N1, on a eu SRAS, on a eu H5N2, on a eu grippe porcine, grippe aviaire, on a eu Ebola 2 ou 3 fois. C'est pas la première fois qu'on arrive à des trucs pareils. Et ce qui fait peur aux gens, c'est qu'en fait, on ne maîtrise absolument pas ça, on n'y comprend rien, à moins d'être virologue. Ou médecin, enfin, qui connaît quelque chose dont on n'y comprend rien, donc on se fait des films. Voilà. Et les seules bases de référence qu'on a, c'est Walking Dead sur Netflix, puis on dit on va tous se transformer en zombies, on va mourir.
Donc on se fait vraiment des paranoïas sur cette histoire-là. Et donc qui dit paranoïa, dit ouh, je vais tout vendre. Parce que quand j'aurai vendu tout mon cash, puis qu'il n'y aura plus personne sur la planète, quand j'aurai vendu toutes mes actions, je serai protégé au cas où il se passe un truc. Donc en fait, on a toujours cette réaction. Panique, on vend, puis d'un coup on se dit ouais non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Puis après on prend les chiffres. Parce que ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a 2 semaines en arrière, on disait oui, il y a eu 80 morts à cause du coronavirus. Ouh, c'est la panique. Et personne n'a été regarder les chiffres à côté. Et puis les jours passant, le bilan du coronavirus augmentant, les gens ont commencé à regarder les chiffres. Et puis on s'est dit, bah voilà, il y a 650 000 personnes qui meurent par année de la grippe normale. La grippe classique qu'on chope tous chaque année. 650 000 par année. Tout le monde s'en fout visiblement. Ensuite, on a tous les autres chiffres qui vont autour. Alors après, vous regardez simplement, ne serait-ce regarder les chiffres du tabac. Aux États-Unis, c'est 480 000 morts par année à cause du tabac, dont 10% à cause de la fumée passive. Tout le monde s'en fout. Du coup, les 350, bon, aujourd'hui, les 520 morts chinois, eh ben, ça paraît ridicule. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que c'est des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, les gouvernements mettent en place des moyens de contenir l'épidémie. On met en place des vaccins qu'on va trouver, puisqu'ils sont déjà en train de trouver des solutions avec 2-3 boîtes comme Gilead, entre autres. Et tout d'un coup, c'est bon, on oublie. Et on ne parle plus du coronavirus. Après, c'est vrai que quand on regarde tout ça, on se dit, finalement, on continue à boire, à fumer. Ah oui, l'alcool en France, 41 000 morts par année. Donc, on continue à boire, à fumer, et puis à sortir en t-shirt en hiver parce qu'il fait beau. Et puis du coup, on n'a pas peur de ça. Par contre, on panique pour un truc qui se passe en Chine, dans une ville que personne connaissait il y a encore 3 semaines. Et aujourd'hui, on est en train de monter un scénario là-dessus. Et puis tout d'un coup, le marché s'est dit, on a dit que ça allait mieux. Il y a des rumeurs comme quoi il y a une université en Chine qui a trouvé une solution. L'OMS dément, mais c'est pas grave, on y retourne quand même. Et on repart à la hausse. Parce que d'abord, il y a des montagnes de cash qui attendent d'être investies dans le marché. Et puis deuxièmement, on voit que ça ne va pas non plus se spreader à vitesse thermonucléaire. Donc voilà, c'est du grand classique, on l'a déjà vécu. Ebola, on l'a déjà vécu, je ne me souviens plus en quelle année, mais on a vécu Ebola quand ils ont rapatrié un médecin américain qui avait été se battre sur le terrain. Ils l'ont rapatrié dans une bulle à l'aéroport de San Francisco, sauf erreur. Et on avait des images, tout le monde se disait, ils ramènent le virus Ebola sur le sol américain. Le marché baissait à coût de 2%. Et puis vous aviez le gars sur sa civière, et puis à côté, il y avait 2 mecs de la sécurité, ils étaient en jeans, en t-shirt, quoi. Donc, c'est des choses qui sont assez symptomatiques, on l'a déjà vécu, et on le revit encore une fois. C'est pour ça que je disais, on a 2 états, c'est on va tous mourir, donc je vends mes actions d'abord, et puis la deuxième situation, c'est finalement, on va plus tous mourir, donc on va racheter. Et c'est le marché, il est binaire, et puis aujourd'hui, avec tout ce qui est social, les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi, et donc il y a des amplificateurs qui font que le marché, tout d'un coup, il va dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qu'il faut quand même retenir aujourd'hui, depuis le moment où on nous a annoncé l'arrivée du coronavirus, jusqu'au moment, jusqu'à aujourd'hui, en fait, les marchés sont plus hauts tous les temps. On a juste tout récupéré, en l'espace de 2 semaines. On est passé de « on va tous mourir » à « c'est génial, il faut acheter le marché ». J'ai écrit à mes lecteurs très récemment et j'ai pris un pari, j'ai dit dans 6 mois, je vous parie que plus personne ne parlera du coronavirus et qu'on aura complètement oublié ça. Donc je suis d'accord avec toi. En revanche, l'effet sur les bourses chinoises a été assez fort. Il y a eu notamment une baisse de 8% en un seul jour qui était due à un rattrapage sur la bourse chinoise. Et justement, toi, tu avais une hypothèse sur les marchés chinois, plutôt bullish, voire même très bullish. On a vu les bourses chuter avec cette histoire de coronavirus, ce qui fait que ton hypothèse est peut-être encore plus valable. C'est quand même quelque chose que je veux discuter avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ce coronavirus et de son effet vraiment sur les marchés chinois et de ton hypothèse par rapport au dossier que tu viens de sortir chez nous pour investir en Chine? Moi, je pense que je vais prendre un autre pari. Je pense que dans 3 mois, on parlera déjà plus du coronavirus et pas dans 6 mois. C'est la première chose. La raison étant que si vraiment on en parle encore dans 3 mois, c'est qu'il sera beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Donc je ne pense pas qu'on va aller jusque-là. Mais deuxièmement, je pense qu'effectivement, là où il faut avoir peur pour la Chine à très court terme, c'est qu'effectivement, on l'a vu, ça a des conséquences au niveau industriel, puisque finalement, il y a quand même beaucoup d'usines qui ont fermé, beaucoup de restaurants qui ont fermé. On a vu Yum China qui a fermé 30% de ses restaurants, Starbucks qui a fermé la moitié de ses restaurants en Chine pour éviter la contamination. Et finalement, vous avez des villes mortes. Ça ne fait pas de sens d'ouvrir un Starbucks s'il n'y a personne pour venir payer 6 balles le café, de toute façon. Donc. Mais globalement,
il va y avoir des ralentissements au niveau économique. Et on voit déjà, il y a des ruptures dans les chaînes de livraison, puisqu'on a Hyundai en Corée du Sud qui a arrêté la production de certains modèles, parce qu'en fait, les pièces qu'ils ont commandées en Chine, elles ne viennent plus, puisqu'ils ne les fabriquent plus pour l'instant. Donc certaines usines sont fermées, donc on sent clairement qu'il va y avoir un ralentissement sur l'économie chinoise. Donc si cette espèce de quarantaine dure 6 mois, on va avoir des vrais problèmes sur l'économie chinoise. Si ça dure quelques semaines, et puis que tout revient à la normale, on va avoir un glitch au niveau du PIB dans quelques semaines, mais ça va s'arrêter là. Aujourd'hui, on a vu que le gouvernement chinois était à fond derrière. Lors de la réouverture des bourses chinoises lundi dernier, lors des 8%, ils ont injecté directement 170 milliards, puis 500 milliards à disposition. Donc il y a quasiment 600 milliards qui sont à disposition pour redynamiser l'économie et soutenir le marché. Donc globalement, le gouvernement est derrière. Quand on regarde la performance des actions que j'ai recommandées dans le dossier Chine, la plupart sont quasiment inchangées par rapport au moment où il y a eu la crise du coronavirus. Il y en a une qui est un peu plus en baisse que les autres, mais loin de ce qu'on doit craindre. Encore une fois, la théorie de base, elle est valable. Maintenant, une fois qu'on aura mis de côté cette histoire du coronavirus, le trade deal, on va reprendre l'histoire du trade deal, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a encore 2 étapes, le trade deal point 2 et le trade deal point 3. Et donc, quand ceux-ci vont se mettre en place, ça va aussi redynamiser une partie de l'économie chinoise. On a appris récemment qu'ils ont coupé les tarifs douaniers des biens d'importation américains pour faciliter les échanges déjà maintenant. Donc, on voit qu'ils sont dans une dynamique de construction et d'évolution. Donc, ce n'est pas ce virus-là qui va remettre en question le scénario. Donc, j'ai envie de dire, les scénarios qu'on a abordés dans le dossier, ils restent valables. Point barre. Entre deux, je changerais d'avis si vraiment la problématique du coronavirus commence à durer sur 5-6 mois, puis qu'effectivement le pays s'arrête complètement et qu'il y a un effondrement de la productivité en Chine. Mais j'ai quand même 2-3 doutes de ce côté-là. Faut pas dire des gros doutes. J'aimerais qu'on parle un petit peu des résultats qui ont été publiés récemment par les grandes entreprises de la tech. Il y a notamment Microsoft et Amazon qui ont publié des chiffres complètement dingues en rapport avec le cloud. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça valide encore un potentiel de hausse important sur ces valeurs? Je pense que oui, il y a encore un potentiel de hausse. De toute façon, évidemment, aujourd'hui, le cloud est devenu un enjeu énorme puisque tout le monde est en train de se mettre dedans. Microsoft et Amazon étant les leaders, mais Google est en train de courir derrière pour rattraper le retard et Apple est aussi actif dedans. Donc c'est un gros enjeu puisque tout est en train de se bouger sur le cloud. On est en train de décentrer tout ce genre de choses. C'est quelque chose qui se développe à fond. On a vu encore récemment Microsoft qui a signé un contrat de 10 milliards avec l'armée américaine pour gérer une partie de leur data sur le cloud. Donc tout le monde est en train de rentrer là-dedans et c'est un gros challenge pour l'avenir. À côté de ça, je pense que Apple, c'est à part dans cette situation-là. Apple a publié des très bons résultats, mais Apple se concentre sur certains secteurs qui sont le smartphone, entre autres, et puis tous leurs produits hardware derrière. Ils évoluent un peu en marge de ce que font aujourd'hui Amazon ou Microsoft. Microsoft, c'est Microsoft. Microsoft, quand on regarde les résultats qu'ils ont publiés il y a 10 jours, je crois que c'est les résultats les plus parfaits qu'on n'a jamais vus sur le marché. Les mecs, ils ont tout fait juste partout. Et depuis que Nadella est là, leur CEO depuis quelques années, tout est parfait. Il fait tout juste, on a l'impression qu'il joue avec 2 coups d'avance. D'ailleurs, je pense qu'il vient du futur, qu'il sait déjà ce qui va se passer plus tard. Non, mais il est vraiment impressionnant et la société fait des résultats fantastiques. Ils ont pris les bonnes directions au bon moment, ils font quasiment tout juste. Je suis toujours pas fan du système opérationnel Windows, mais enfin, c'est comme ça. Mais globalement, c'est une super boîte et je pense qu'il y a encore du potentiel. C'est clair que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une correction dans les mois qui viennent parce que euphorie, crash boursier, tout ce qu'on veut, potentiellement. Mais Microsoft sera toujours Microsoft. Amazon, par contre, c'est une autre stratégie aussi. Alors eux, ils ont le côté e-commerce. Ils ont fait un gros push dans le cloud qui rapporte aussi beaucoup. Les résultats d'Amazon étaient assez intéressants à analyser ce trimestre. Pourquoi? Parce que au dernier trimestre, Amazon a dit à tout le monde « Oh, attention, ça va être compliqué là. Ça va être dur, machin, la Chine. » Ils ont sorti tous les arguments pour dire « Faites gaffe, les gars. » Les analystes, ils ont baissé les estimates. Ils ont tout remis en bas. Ils ont dit « Oula, ça va être super compliqué. » Donc, on attendait des chiffres corrects, mais sans euphorie. Résultat, ça a été moins mal que prévu chez Amazon. Et ils sortent des chiffres 60% au-dessus des attentes sur tous les secteurs. Résultat, le titre, il prend 10-12% le lendemain et on est de nouveau plus haut de tous les temps sur Amazon. Et Jeff Bezos, c'est de nouveau le plus riche du monde. Voilà. Donc, je pense que c'est grosse tech, puisque de toute façon, l'enjeu, la nouvelle révolution dans laquelle on est, parce qu'on a eu les révolutions économiques du passé, mais aujourd'hui, la révolution 3.0, j'ai envie de dire, c'est la révolution de l'intelligence artificielle, de toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'évoluer. C'est ce qui va nous tirer en avant. Et ces boîtes-là sont celles qui sont mieux placées. Certaines ont la capacité, comme Apple,
d'acheter quand ils ont besoin de quelque chose. Donc quand ils ont une boîte qui les intéresse, hop, on en achète une. On sort 2 milliards, on s'en fout, on ne les voit même pas passer dans la comptabilité. Et de l'autre côté, vous avez Amazon qui, eux, font différent, ils répliquent. Amazon, quand il y a un business model qui les intéresse, bah, ils investissent, ils font la même chose. Et puis ils détruisent le business model de l'autre, tout simplement. Mais voilà, ces boîtes-là ont pris une telle avance technologique et ils ont des telles réserves de cash pour se développer qu'ils vont continuer dans cette direction, ils vont aller dans la bonne direction. Donc, la growth des big tech, elle va rester. Entre deux, on va avoir des mouvements. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a mis le pied dans quelque chose, on ne va pas revenir comme ça. La tech qui arrivera demain, qui vaut rien, qui va devenir le numéro 1 mondial, ça ne se produira probablement pas parce qu'aujourd'hui, admettons qu'Apple, il y a un concurrent qui arrive, ils vont les racheter, ils vont les intégrer et puis ils vont les avaler, comme ça se passe dans la pharma et la biotechnologie aujourd'hui. Donc, on est passé dans ce monde de mammouths qui rachètent les petits et qui continuent à se nourrir. On va dans une direction de la World Company. Je reste convaincu que la World Company, l'exemple de la World Company, c'est Google, parce qu'eux, ils sont partout, sauf qu'on ne sait pas, parce qu'ils ont des boîtes dans tous les coins, des participations. Donc ça, c'est plus... Google est une espèce de fonds qui possède de tout à droite à gauche et qui développe à l'intérieur. Mais je pense qu'on va dans l'avenir d'une World Company. Voilà, simplement. D'ailleurs, si on regarde, j'ai vu une comparaison pas plus tard que la semaine dernière, Apple aujourd'hui vaut la valeur d'Apple, c'est la totalité du DAX. Donc toutes les boîtes, les 30 boîtes qui sont dans le DAX, et il y a du monde quand même. Donc c'est les Allemands? Les Allemands, oui, l'indice allemand. Les 30 boîtes qui représentent l'indice allemand, donc il y a quand même du monde, hein, il y a du SAP, il y a du BMW, il y a du Daimler, il y a du Volkswagen, et bien tout ça, ça vaut moins qu'Apple. Apple vaut l'équivalent du DAX. Je trouve que l'histoire de Microsoft est particulièrement intéressante parce qu'effectivement, c'était une boîte qui n'était pas censée être aux côtés de Apple, de Amazon, de Google. C'était l'informatique des années 90, ouais, avec Windows, pas d'Internet ou très peu d'Internet, une boîte qui stagnait, qui allait finir comme IBM, à aller dans un lent déclin ou au moins une stagnation. Et j'ai lu un rapport en 2013 de je ne sais plus quelle firme très pointue sur ces sujets-là qui disait « Vous verrez, Microsoft, ça va être incroyable parce qu'ils vont se lancer dans le cloud, leur produit est fantastique et ils vont quadrupler de valeur. » Et au moment où tu lis ce rapport, tu te dis « Ouais, bon, c'est quand même un long shot, ça va être compliqué. » Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont réussi à identifier l'opportunité et à faire ce qu'on appelle en bourse un turnaround. C'est-à-dire qu'ils ont transformé leur boîte qui stagnait en un truc totalement moderne et puis dans les grandes tendances tech du moment pour aller chercher ses parts de marché et puis venir en fait faire concurrence à Amazon qui, elle, est la société qui est logiquement leader aujourd'hui. C'est clair que Microsoft, quand on regarde un peu dans l'histoire, ils ont fait quelque chose de fantastique parce que cette boîte a été détestée. Vraiment, il y a des années en arrière, on détestait Microsoft parce qu'ils avaient cette espèce de monopole. Finalement, c'était Windows ou rien, qu'ils étaient arrogants dans leur manière de fonctionner, que leur système n'était pas si bien que ça. Donc, ils ont été longtemps détestés. Après, ils ont été détestés par les autorités puisque les autorités ont voulu les exploser en plusieurs morceaux. À l'époque, ça fait pas mal d'années, Bill Gates avait proposé, puisque c'est comme ça, d'aller s'installer au Canada. Donc, ils étaient vite revenus en arrière. Non, mais attendez, restez, on va s'arranger. Donc, Microsoft a vraiment une histoire assez atypique parce qu'on les a détestés, parce que trop grand, trop beau, trop fort et trop de réussite. Quelque part, la réussite de Bill Gates a rendu quand même beaucoup de monde jaloux, comme la réussite d'Apple rend beaucoup de monde jaloux. Si vous regardez un peu sur les forums de finance, si vous avez le nombre de personnes qui disent « Oui, mais Apple, de toute façon, ça ne va pas durer », parce qu'il y a une forme de jalousie. Apple, aujourd'hui, on dit tous « Ouais, ça ne va pas durer, c'est trop cher », mais on va quand même tous courir chez Apple pour acheter le iPhone 11 X Pro qui fait des photos mieux qu'avec un Nikon. Enfin bref. Donc on a vraiment ce côté où il y a eu cette forme de jalousie et c'est vrai que l'après Steve Ballmer, quand le CEO post-Bill Gates est parti, qui était quelqu'un d'un peu difficile à gérer, ceux qui veulent faire des recherches sur Internet, vous pourrez trouver une vidéo de Ballmer qui hurle sur la scène « I love this company !» Vraiment l'américain cintré final. Et tout d'un coup, ils mettent un Ardella aux commandes, un gars qui vient de nulle part, qu'on ne connaît pas, qui a un très beau pédigré et qui fait tout juste. Voilà. Donc, c'est un success story phénoménal au niveau de Microsoft. Et ils ont fait tout juste. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, ils ont fait tout juste. Et on verra s'ils vont continuer. Mais de nouveau, la position dominante dans le cloud est telle, entre eux et Amazon, que ça va être difficile de se planter.
Il y a souvent des débats sur la capacité des CEO à réellement impacter les résultats de leur entreprise. Tu fais donc plutôt partie de ceux qui pensent qu'un bon CEO, ça peut vraiment faire une grande différence. Je pense qu'un grand CEO visionnaire, et je pense que Nardella fait partie des Happy Few, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, hein. Je pense que Steve Jobs en était un, je pense que Bill Gates en était un, on est probablement toujours un parce que c'est encore un peu l'éminence grise, je pense pas qu'il vient jamais, puis qu'il parle jamais à personne, mais donc je pense quand même, oui, je pense qu'un grand CEO peut avoir une influence, il peut pas tout faire, il peut pas faire des miracles non plus. Bezos a une vision fantastique quand on voit ce qu'il a fait d'Amazon. Pourtant, il est détesté sur sa manière de fonctionner parce qu'il exploite les employés forcément. Mais voilà, je pense qu'il y a des CEO qui ont vraiment eu un impact sur la société qu'ils ont créée. Le fondateur de Nike, exemple, à l'époque aussi, c'est des gens qui ont vraiment apporté quelque chose. Aujourd'hui, après, on voit qu'il y a d'autres CEO qui apportent beaucoup moins. Hein, donc, mais simplement, c'est la fonction. Mais je pense qu'il y a deux catégories. Mais ils sont peu vraiment être des grands CEO. Voilà. On finit avec un sujet un petit peu plus général, un petit peu plus politique et économique. J'aimerais qu'on parle de l'homme aux cheveux jaunes et à la peau orange. Ou l'inverse. Qui dirige la plus grande puissance militaire et économique du monde, qui sont les États-Unis. Donc Donald Trump a très récemment fait son discours sur l'état de l'Union, dans lequel il a fanfaronné réellement sur ses performances économiques, qu'il faut bien reconnaître, sont très impressionnantes. Donc c'était son tour de piste. Les démocrates étaient furieux, les républicains jubilaient. Il a aussi été innocenté sur les poursuites en destitution qui avaient débuté il y a quelques mois. Donc il a tous les feux qui sont ouverts et je suis sûr que tu as un avis là-dessus, que tu vas partager immédiatement. Bon, j'aime pas l'homme. Bon, d'abord, c'est pas politiquement correct de dire que vous aimez Trump aujourd'hui, mais je dois dire que finalement, quand on regarde un petit peu son parcours, depuis qu'il est président, parce que d'abord, personne pensait qu'il serait président. Et il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans, quand il est passé, avant qu'il passe, on disait dans les marchés, si Trump est élu, c'est minimum 10% de baisse. Trump a été élu, c'était 10% de hausse quasiment. Et en fait, jusque-là, il a fait tout juste. Alors c'est clair que la manière de faire, il s'approche plus d'un dictateur que d'un vrai politicien, mais c'est pas un politicien, c'est un chef d'entreprise, à la base. Pas toujours très successful, d'accord, mais c'est un chef d'entreprise. Et il a géré les États-Unis comme une entreprise. Donc il a arrangé les bidons où ça pouvait aider, il a mis la pression sur des pays, sur des concurrents, là où personne d'autre n'aurait jamais osé le faire. Obama n'a jamais fait la moitié du dixième de ce qu'il a fait en termes de politique internationale pour aller mettre la pression sur certains gouvernements. Et il a osé le faire, alors on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais n'empêche que ça marche. Il a fait plier la Chine, mine de rien. On ne pensait pas que la Chine, moi le premier, je ne pensais pas que la Chine allait se déballonner aussi facilement devant Trump. Aujourd'hui, l'histoire de l'impeachment, ou de la destitution, c'était à prévoir de toute façon, parce qu'on savait déjà que pour des raisons comptables, il n'allait pas se faire virer a priori. Mais aujourd'hui, forcément, il gagne sur tous les tableaux. Et les démocrates sont en train de se vautrer, mais d'une manière stratosphérique. Déjà, même dans leur primaire en Iowa, ils sont en train de faire tout faux. Ils ont dû tout recompter à la main, l'électronique ne marchait pas. Ils se retrouvent avec un candidat un potentiel qui est un homosexuel. J'ai rien contre le fait qu'il soit homosexuel, mais face à Trump, dans les États du Sud, il est mort. Ils n'ont aucune chance de gagner là-dessus. Donc déjà, c'est une problématique. De l'autre côté, vous avez Bloomberg qui arrive tout seul dans son coin, Mike Bloomberg, avec son argent pour essayer de faire quelque chose. C'est peut-être le seul qui peut faire bouger les choses. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé entre l'histoire du trade deal qui s'est signé, maintenant l'impeachment qui est réglé, son discours de l'état de l'Union et la performance économique générale, sans compter de la performance des marchés depuis qu'il est là, c'est juste énorme. Donc je ne vois pas comment ce mec-là ne sera pas réélire au mois de novembre. J'en arrive même au stade de dire que ça ne sert à rien de faire des élections, vous avez qu'à leur signer pour 4 ans, puis c'est fini. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose ça représente vraiment toute la démesure des États-Unis, où finalement, n'importe qui, n'importe quoi peut devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et ce qui s'est passé au niveau des démocrates, au niveau de l'histoire avec l'Ukraine et cette procédure de destitution, c'était phénoménal à mon sens, enfin avec mon regard de non-expert. Mais je trouvais génial, c'est que finalement, vous aviez un groupe de démocrates qui s'entendent déjà pas vraiment entre eux, qui ont voulu tout faire pour destituer un président, parce que le seul moyen d'avoir une chance d'être élu, c'était de le faire partir. Et en fait, je crois qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, puis qu'ils ont déjà grillé leur chance pour cette fois. Et je pense que le candidat démocrate qui va se retrouver face à Trump, il a déjà grillé sa carrière électorale, parce qu'il va se faire pulvériser aux élections, et il ne reviendra plus jamais, comme Hillary Clinton à l'époque.
Mais voilà, après, je pense que, économiquement parlant, est-ce qu'il a eu de la chance? Est-ce qu'il est tombé au bon moment? Chose est-il que ce qu'il a mis en place, ça a généré aussi un marché assez phénoménal. Et lui n'a pas encore les taux à zéro. Alors qu'en Europe, on essaie de faire ça et ça ne marche pas. C'est qu'il a encore des munitions. Je pense qu'il a encore des, voilà. Je pense qu'il a En encore des revanche, munitions. s'il fait 4 ans de plus, c'est pas lui qui va empêcher les marchés de se prendre une tôle dans les 4 ans en fait. Ma peur, si je devais esquisser un scénario aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, on sait que dans les années électorales, les marchés montent. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais les marchés montent dans les années électorales. Les marchés montent après une triple baisse des taux, comme on a eu l'année passée. Donc cette année, on devrait monter encore. On a cette euphorie qui vient nous pousser. On va faire tout et n'importe quoi, et on va entendre tout et n'importe quoi durant l'année 2020. Trump va être réélu. Et je pense que dans les 6 mois qui vont suivre sa réélection, les gens vont commencer à se dire, mais bon, il s'en fout parce qu'il ne peut pas être réélu une 3e fois, donc maintenant il va juste surfer sur la vague pour attendre la fin de son mandat et puis mettre en place ses pions pour que sa legacy, sa descendance soit tranquille pour les années à venir. Et puis ça s'arrête là. Et puis il ne va plus rien faire. Et donc là, du coup, il y aura peut-être d'autres problèmes, des ralentissements, des complications qui vont faire que le marché pourrait baisser violemment. Après, ça ne veut pas dire que Trump n'est pas non plus le moteur économique américain. Même si lui commence à moins s'impliquer parce qu'il s'en fout, puis bon, il ne rajeunit pas non plus, c'est pas ce qui va faire ralentir l'économie américaine. Mais néanmoins, je pense que la deuxième partie de son mandat de 8 ans, on va dire, sera quand même moins drôle que la première, pour les raisons que je viens de citer. Ou alors, comme il sait qu'il ne va pas être réélu, il va tout oser et ça va être 4 années complètement dingues. Ça pourrait être ça. Mais moi, je vois quand même, il y a quand même des signes, beaucoup d'euphorie un peu trop insistante qui me feraient dire qu'à un moment donné, on va devoir avoir un retour en arrière et puis se reposer les bonnes questions. Parce je vois, si tout d'un coup le marché venait à continuer sur le trend dans lequel il est aujourd'hui, pendant les 4 ans, les 5 ans presque qui nous restent de Trump, là on se retrouve à 60 000 sur le Dow Jones, 5 000 sur le S&P, 6 000 sur le S&P. Voilà, ça va devenir quand même, à un moment donné, il y a quand même la réalité économique et la valorisation des sociétés. Je veux bien croire qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, que plein de choses sont en train d'évoluer. Mais une Tesla, c'est bien joli, mais il faut quand même pouvoir se l'acheter, la Tesla. Hein. Parce que, sauf erreur, le modèle X avec le gros moteur dedans, ça vaut quand même 180 000 ou 200 000 $. Donc, c'est quand même pas des voitures bon marché. C'est pas non plus la Zoé de chez Renault. Donc, on n'est pas dans le même truc. Donc, tout ça, toute cette consommation qu'on espère, c'est bien, mais il faut quand même délivrer derrière. Donc, il y a un ensemble de choses qui pourraient nous voir marquer le pas. Voilà. Moi, j'adorerais que le marché monte comme un fou pendant 5 ans. C'est ma nature, de toute façon, mais je pense encore que les bull markets sont là pour perdurer. Et puis les bear markets sont des périodes temporaires. Donc des périodes temporaires, on peut en avoir. Il faut juste savoir attendre. Très bien, merci beaucoup de ta visite. J'espère qu'on pourra discuter prochainement une nouvelle fois. C'est un format qui va se répéter, j'espère. Et je te souhaite un bon retour à Genève et un gros carton sur les marchés dans les prochaines semaines. On va essayer. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que l'entretien vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en recevoir de nouveaux. Je compte bien vous en proposer très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas si ça ne vous a pas plu. C'est important pour moi vraiment d'avoir vos impressions. On teste de nouveaux formats chez Vauban. On a envie de faire plus de vidéos. Mais pour y arriver, on a besoin de savoir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Donc n'hésitez pas aussi à commenter. Et si vous voulez recevoir plus d'infos sur la bourse, sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Les Investisseurs. J'envoie quasiment tous les jours mes avis et mes analyses, ainsi que des promos sur les publications Vauban à des prix qui ne sont accessibles nulle part ailleurs que sur la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo.